Binyamin Netanyahou était Premier ministre à l'époque. Il a une responsabilité, j'allais dire, ministérielle, mais entre une responsabilité ministérielle et une responsabilité juridique, il y a un très grand pas. Je ne pense pas que parmi les lettres d'avertissement que vous avez évoquées tout à l'heure, Binyamin Netanyahou sera dans la liste. Comme promis, nous sommes en ligne avec Maître Philippe Koskas. Philippe, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Daniel. Alors, vous êtes juriste et avec vous, je voudrais que nous discutions ensemble de deux développements juridiques qui sont intervenus en fin de semaine dernière. Il y a d'abord eu, et on va commencer par cela, le témoignage de Binyamin Netanyahou devant la commission d'enquête de Meron, la commission d'enquête d'État de Meron. Ce témoignage, qu'est-ce qu'il peut nous apprendre et plus précisément, est-ce que ce témoignage peut conduire les membres de la commission à envoyer à Binyamin Netanyahou une lettre d'avertissement comme ils ont l'intention de le faire avec les responsables de la police? Oui, moi je ne crois pas. Il faut juste rappeler que le témoignage de Binyamin Netanyahou était le dernier témoignage parmi les 130 témoins qui ont été auditionnés par la commission. Binyamin Netanyahou était Premier ministre à l'époque. Il a une responsabilité, j'allais dire, ministérielle, mais entre une responsabilité ministérielle et une responsabilité juridique, il y a un très grand pas. Moi, je ne crois pas, en tout cas, en entendant Binyamin Netanyahou qui disait « Bon, moi, je ne suis pas censé rentrer dans les détails techniques. Personne ne m'avait avisé sur le fait qu'une telle densité de personnes puisse causer un tel désastre. » Donc, je ne crois pas qu'ici, sa responsabilité, j'allais dire juridique, est engagée. On peut voir évidemment qu'au niveau politique, la manière dont ça a été géré, mais ça c'est une autre chose. Mais au niveau juridique, je ne pense pas que parmi les lettres d'avertissement que vous avez évoquées tout à l'heure, Binyamin Netanyahou sera dans la liste. Où s'arrête la responsabilité? Parce que on parle clairement de lettres d'avertissement qui vont être envoyées à plusieurs responsables de la police, peut-être probablement même à Kobi Shabtai, qui est le patron de la police israélienne. Alors pourquoi ça s'arrêterait à Kobi Shabtai et pas à l'échelon ministériel? Alors, à mon avis, d'ailleurs, ça pourrait arriver à des échelons ministériels, parce qu'on avait bien vu, d'ailleurs, la commission, j'allais dire la conseil juridique du ministère de l'Intérieur à l'époque et du ministère des cultes, qui mettait en cause l'hyperactivité des ministres de chasse, dont Aryeh Deri, qui n'avait rien à faire d'ailleurs, qui n'était pas en titre pour agir, puisqu'il n'était pas ministre des cultes. Donc, il se peut tout à fait que des ministres puissent être atteints par des avertissements. Par contre, au niveau du Premier ministre, Binyamin Netanyahou dit moi, je ne rentre pas dans les résolutions techniques à partir du moment où je ne suis pas prévenu. Il n'y avait aucun voyant rouge qui avait été allumé sur le problème de la sécurité de cet événement. Donc, j'ai pas pris de décision sur cet événement, c'est tout à fait concevable. Par contre, on a vu parmi ces 130 témoignages qu'il y aurait eu une pression politique extrêmement forte de la part des listes des Haredim, qui sont de chasse d'un côté et de Yahadut HaTorah de l'autre, pour ne pas limiter le nombre de personnes à cet événement qui est un des plus grands événements publics d'Israël. Et là-dessus, par contre, il y a des ministres qui auraient été très militants, j'allais dire en dessous, à ce moment-là, peuvent être susceptibles de recevoir des avertissements. Alors, je voudrais qu'on rappelle à nos auditeurs que signifient ces lettres d'avertissement, parce que c'est un contexte tout à fait particulier dans le cadre des commissions d'enquête d'État. Ce sont des lettres qui obligent les responsables de la police à prendre des dispositions justement purement juridiques, c'est-à-dire à se doter par exemple d'avocats. Absolument. C'est-à-dire que là, pour l'instant, il faut voir que c'est une commission d'enquête nationale. Cette commission d'enquête nationale, elle a pour compétence une double compétence. Un, d'auditionner évidemment tous les témoins, et deux, de prévenir les témoins sur lesquels, j'allais dire, qui pourraient être mis en cause personnellement
du fait qu'ils vont être mis en cause personnellement, et à ce moment-là, ils auront accès à tous les témoignages, et d'une part, et de prendre des avocats d'autre part. Donc ça voudrait dire que de recevoir une lettre d'avertissement, c'est pas forcément bon signe pour les gens qui les reçoivent. Après cette étape de ceux qui doivent recevoir donc ces lettres d'avertissement, est-ce que la commission peut après donc statuer, après avoir entendu à nouveau, je suppose, les mêmes personnalités avec leurs avocats, est-ce qu'elle peut donc les incriminer? Comment elle va les incriminer? Quelle est la différence entre un tribunal et cette commission d'enquête? Oui, votre question est tout à fait judicieuse. La commission d'enquête ne peut pas inculper, mais elle peut remettre tous les témoignages et toutes ces recommandations au conseiller juridique du gouvernement, qui lui-même pourra décider d'inculper ces personnes. Donc, si vous voulez, ce sont pas les mêmes organismes, mais c'est quand même pas sympa pour les gens qui ont reçu ces lettres d'avertissement ou qui figureront dans la liste des recommandations de cette commission d'enquête. C'est une commission un peu, j'allais dire, semi-juridique ou judiciaire, mais le pas souvent est très court entre une recommandation de la commission d'enquête et le fait que ces personnes soient inculpées après par le conseil juridique du gouvernement. Et si elles démissionnent, par exemple, si après la recommandation de la commission tendant à les incriminer d'une manière ou d'une autre, elles décident de démissionner, comme par exemple l'a devancé l'appel, on va dire, Shimon Lavie, le patron de la police du Nord, est-ce que cela, d'une certaine manière, les disculpe totalement ? Non, pas du tout. Ça ne disculpe pas si cette personne, et vous l'avez bien évoqué parce qu'il a démissionné la semaine dernière, le chef de la police du district du Nord a démissionné. Alors évidemment, on s'est pris en compte, mais si il s'avère qu'il a agi avec une négligence qui pourrait entraîner la mort, alors à ce moment-là, il est susceptible d'être poursuivi. C'est pris en compte dans une certaine mesure, mais pas totalement. Alors, ça c'est très bien, merci pour toutes ces précisions concernant donc cette commission d'enquête sur la catastrophe de Méron. Je voudrais que on arrive à la deuxième décision importante de la fin de la semaine, c'est celle de la Cour suprême qui a décidé finalement de reconnaître le fait que dans une certaine circonstance, peut-être que vous allez nous aider à comprendre dans quelles circonstances, eh bien, des citoyens israéliens qui ont été reconnus coupables d'actions terroristes, eh bien, pourraient se voir privés de leur nationalité israélienne. Oui, absolument. C'est un arrêt, en fait, même si, d'ailleurs, ce que vous avez évoqué à l'heure actuelle figure dans la loi. Mais je voudrais juste retracer un contexte. Dans les démocraties occidentales, bien souvent, on évite d'enlever la nationalité et peu importe les crimes qui sont en cause, si c'est la seule nationalité de la personne, parce que si on lui enlève la nationalité, elle n'a plus rien, elle devient apatride. Et donc, si vous voulez, dans les régimes occidentaux, on a tendance à ne pas appliquer le fait comme sanction le fait qu'on enlève la nationalité. Et malgré tout, la Cour suprême a pris une décision de principe en disant que ce ne serait pas inconstitutionnel d'ôter la nationalité à des personnes qui ont fait des actes de terrorisme. Et donc, on pourra s'attendre donc cet article de loi qui n'avait pas été appliqué risque de l'être, ou va l'être d'ailleurs, en tout cas à l'encontre de ces deux-là, mais à l'encontre d'autres également. C'est-à-dire que ces personnes vont se retrouver sans nationalité israélienne. Alors, qu'est-ce qui se passe quand une personne se retrouve sans nationalité si elle n'a pas une autre nationalité ? Eh bien, écoutez, alors à ce moment-là, c'est un petit peu le bémol de cette décision de la Cour suprême. On pourrait octroyer à ces personnes, si on peut appeler ça personne, mais enfin à ces personnes, des statuts de résidents fixes, permanents, permanents d'Israël, mais donc qui ne se retrouvent pas évidemment sans aucun statut légal et juridique au niveau du droit international. C'est une décision qui peut paraître surprenante de la part d'une Cour suprême qui est toujours, on va dire, dans l'activisme juridique et qui est toujours plus libérale que conservatrice. Non, moi je crois pas. Je crois que souvent c'est souvent une critique que je rejette à l'encontre de la Cour suprême, parce que si vous voulez, la Cour suprême d'abord on peut pas considérer, elle juge des personnes. Donc on voit elle ne juge la personne. On peut voir que la Cour suprême, par exemple, a pris une décision sur la destruction
de la maison des gens qui s'étaient des attentats suicides, c'est-à-dire de ces mêmes terroristes qui décidaient de se suicider, et la destruction de ces maisons entraînait évidemment la destruction de la maison de leur famille. Donc, si vous voulez, ça, c'est à l'encontre d'un principe de droit qui est fondamental, c'est-à-dire qu'on ne peut sanctionner que la personne qui l'a fait. Or là, dans cette décision de la Cour suprême, on sanctionne la personne qui l'a fait, toute la famille. Donc, si vous voulez, bien souvent dans des domaines sécuritaires, j'allais dire, la Cour suprême n'est pas si peaceful. Elle prend en compte évidemment les intérêts sécuritaires de l'État. On l'a vu dans cette décision, on l'a vu dans d'autres décisions. Lorsque vraiment les intérêts fondamentaux de l'État sont pris en compte, j'allais dire, les juges font corps avec. Et c'est arrivé plusieurs fois sur le fait de l'expulsion des terroristes, sur ce que je vous l'ai dit, la destruction des maisons où habitaient des familles des terroristes. Donc la Cour suprême n'est pas si, même si elle est, j'allais dire, même s'il y en a qui l'appellent activiste, mais activiste, ça ne veut pas dire forcément défendre à tout prix le droit des individus. À propos de la famille, vous disiez à l'instant que cela impliquait d'une certaine manière aussi tout l'ensemble de la famille. Mais si je ne m'abuse, dites-moi si je me trompe, peut-être que je me trompe, est-ce que par exemple, les enfants de celui qui est reconnu coupable d'actes terroristes et donc qui se voit privé de sa nationalité israélienne, eux, ils restent israéliens ou ils se voient aussi déchus de leur nationalité ? Alors, je ne crois pas. Là-dessus, l'arrêt de la Cour suprême ne se prononce pas. À mon avis, ils doivent rester israéliens. C'est ça. Parce que le principe de droit, ce que je vous ai expliqué au niveau de les destructions de maisons, le principe tous les principes de droit pénal, c'est qu'on ne peut attaquer, j'allais dire, c'est ce qui fait la différence entre le droit au Moyen-Âge et le droit aujourd'hui, le droit actuel. On ne peut inculper et accuser et condamner que la personne qui a fait et qui est coupable, et non pas toute sa famille, ni sa tribu, ni son clan. Eh bien, Maître Philippe Koskas, merci beaucoup pour toutes ces précisions sur ces deux dossiers juridiques importants de la fin de la semaine dernière. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. Bonne journée, à bientôt. À bientôt, Daniel, bonne journée.